Départ à 4 heures du matin de San Pedro pour atteindre le site d'El Tacio avant le lever du soleil. Tout le monde est invité à un petit déjeuner léger, car nous sommes à jeun depuis la veille afin d'éviter le mal des montagnes. Il fait un froid de loup. Situé sur l'altiplano à 4300 mètres d'altitude, El Tacio est la troisième plus grande zone géothermale de la planète. L'ensemble, qui s'étale sur 30 km², compte environ 80 geysers actifs. Ce site se visite très tôt le matin, car en effet, lorsque la température de l'air est basse, les fumerolles montent beaucoup plus haut. Sur Terre, partout, il y a de la vie. Au fond de ces bassines d'eau bouillonnante vivent des bactéries extrémophiles. Ce sont ces mousses que l'on voit au fond du bassin. Il existe, au centre du site, une piscine géothermale à 40 degrés dans laquelle il est possible de se baigner. Mais la température extérieure étant de -15, il faut pas mal de détermination pour se déshabiller, mais une fois dans l'eau, ça se passe plutôt bien. Ah, excellent! Voilà. Excellent! Excellent! Très bien! Oui. Bon, ça c'est fait. Vu la température, sortir de l'eau a été un grand moment. Les habits étaient tellement froids qu'on avait l'impression qu'ils étaient trempés. Le Chili fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. Dans cette zone, fortement sismique et volcanique, il y a plus de 2000 volcans, dont une soixantaine sont toujours actifs. Cette activité volcanique découle de la poussée de la plaque tectonique de Nazca sous la plaque sud-américaine supportant le continent. Les stations sismiques enregistrent 200 tremblements de terre par jour au Chili, mais la plus grande partie de ces séismes ne sont pas ressentis par l'homme. Les geysers se forment lorsque l'eau des nappes souterraines entre en contact avec le magma en fusion, qui ici est situé à 6200 mètres de profondeur. Il se produit alors des remontées d'eau et de vapeur sous pression qui se frayent un chemin jusqu'à la surface. Ce phénomène est accentué par l'altitude. En effet, à 4200 mètres, l'eau bout à 85 degrés au lieu de 100. La mouette andine fréquente les lagunes environnantes entre 3500 mètres et 4500 mètres d'altitude. Cet oiseau vit en petites colonies de quelques individus. C'est une espèce rare, vu sa faible population mondiale. Après El Tacio, nous nous élevons sur les hauts plateaux pour découvrir cette herbe dorée, indissociable des paysages andins, la Paja brava. Cette graminée est l'une des très rares espèces à pouvoir s'adapter ici. Cette plante est aussi la nourriture de prédilection des vigognes. Ces petits camélidés vivent à l'état sauvage en petits groupes et passent l'essentiel de leur temps à brouter l'herbe rase. Leur adaptation à l'altitude est facilitée par la taille démesurée de leur cage thoracique et la constitution de leur sang qui contient 3 fois plus de globules rouges que le nôtre.
pays compte nombre de volcans actifs. Parmi ceux-ci, la Putana, un volcan qui crache ses fumerolles depuis de nombreuses années. Plus bas en altitude, nous tombons sur un troupeau de lamas et là, sur la gauche, un guanaco. Les guanacos sont les plus grands représentants des camélidés en Amérique du Sud. Ils sont adaptés aux zones désertiques et peuvent se passer de boire pendant plusieurs jours. Leur laine a peu de valeur et ils sont donc assez peu domestiqués. Quelquefois, nous apercevons des petits groupes d'ânes sauvages, toujours un vrai plaisir pour les yeux. Nous arrivons au village de Caspana, typique village indien aymara qui n'a pas subi l'influence espagnole, car il est trop difficile d'accès et caché au fond d'un canyon. Il est entouré de falaises qui ressemblent à des forteresses. Les maisons en pierre liparite sont recouvertes de paille. Dans les jardins, beaucoup d'herbes de la pampa, des figuiers de Barbarie et des fleurs. C'est surprenant car nous sortons à peine de l'hiver. Les habitants font des cultures de fruits et de légumes sur des terrasses à l'abri du désert. Le rio Loca coule au fond du canyon. La Pucará de Lazana est une forteresse pré-inca du XIIe siècle. Perchée sur un promontoire dominant la rivière Loa, elle protégeait l'accès à la vallée et le village situé juste en dessous. Cette région a été dominée par les Incas lors de leur conquête, puis la forteresse a été abandonnée après l'arrivée des Espagnols. Continuation vers Xiu-Xiu, village construit par les conquistadors espagnols pour surveiller la région et le passage des caravanes. L'église San Francisco date du XVIe siècle. Ce fut l'une des toutes premières à être édifiée par les Espagnols. D'architecture coloniale, aux murs massifs d'adobe, avec son toit en argile supporté par une charpente en bois de cactus. En fin de journée, retour à San Pedro par Calama, une ville minière située en plein milieu du désert. Le lendemain matin, nous quittons San Pedro d'Atacama pour Ito Carón. À quelques 4480 mètres d'altitude, Ito Carón est situé à la frontière entre le Chili et la Bolivie, dans la région sud-lipèze, à environ 50 km de San Pedro. On peut admirer à proximité les volcans Jurique et Licancabur. Nous allons pénétrer maintenant dans la réserve nationale de faune andine Eduardo Avarroa. Perdue sur les hauteurs de la cordillère des Andes dans la région sud-lipèze, cette réserve nationale, créée en 1973, est la plus haute de Bolivie. Elle s'étend sur plus de 714 000 hectares du sud de la Bolivie jusqu'à l'Argentine et à l'ouest jusqu'au Chili. Après les formalités douanières, nous abandonnons le minibus et notre guide chilien pour prendre place dans des véhicules 4x4 avec notre guide bolivien.
Si je vous dis Quechua, vous pensez à Décathlon. Eh bien non, c'est la principale ethnie indienne en Bolivie. Ce pays, découvert par Francisco Pizarro en 1538, est une merveille de la nature. Nous allons faire le circuit suivant. Arriver par les hauts plateaux andins, la Laguna Colorada, ensuite le Salar d'Uyuni, Potosí, Sucre, et enfin La Paz, qui est la capitale la plus haute du monde, et, pour finir, le lac Titicaca. Nous prenons la direction de la Laguna Blanca et de la Laguna Verde. De nombreuses lagunes sont éparpillées sur l'altiplano chilien. Au milieu de ce décor minéral, elles déploient une palette de couleurs fabuleuses, presque irréelles. Un premier arrêt à la Laguna Blanca. C'est magique. Pas un souffle d'air ne vient troubler le reflet des sommets andins dans ce miroir d'opale. L'extraordinaire teinte blanche de l'eau est due à sa forte concentration en magnésium qui se dépose aussi au fond du lac. Avant le voyage, s'il y avait bien une photo qui nous avait fait rêver, c'était celle de la Laguna Verde. Et là, on y est. Dans ce décor surnaturel, le volcan Licancabur, du haut de ses 6000 mètres, se reflète dans ce miroir de jade. L'incroyable couleur verte de l'eau est due à sa forte concentration en carbonate de plomb, de soufre et d'arsenic. De quoi vous ôter toute envie de vous y baigner. Trois vigognes se trouvaient en dessous de nous au bord du lac. Une bonne occasion d'observer ces animaux. Mesurant 1 mètre de haut et pesant 50 kg, ils sont recouverts d'une laine très fine de 25 mm d'épaisseur qui leur permet de lutter contre l'irradiation intense de la journée et la nuit glaciale de la Punya, le désert des hautes plaines des Andes. Malgré le peu de ressources dont ils disposent dans leur habitat d'origine, les vigognes sont très sélectives quant à leur nourriture, allant chercher avec leurs petits museaux les herbes les plus tendres cachées sous les rochers. Situé à quelques 4750 mètres d'altitude, le désert de Dali offre des couleurs proches du surnaturel que l'on peut retrouver sur les toiles du peintre du même nom. Ce paysage, aride et désertique, jonché de formations rocheuses, s'étend sur 110 km². Cette curieuse formation rocheuse, au loin, aux formes géométriques, a été surnommée par les Indiens la forteresse espagnole.
pied du Cerro Polques, les eaux thermales de la laguna Chalviri, nées de l'intense activité volcanique de la zone, vous réservent un fabuleux spectacle. Des petits groupes de flamants émergent des vapeurs de ces lagunes thermales aux eaux couleur de jade. Les visiteurs peuvent se baigner dans ces thermes naturels qui atteignent des températures idéales entre 28 et 30 degrés, notamment dans les thermes de Polques situés à plus de 4000 mètres d'altitude. Après les émotions de la matinée, nous allons prendre une pause déjeuner bien méritée dans un petit restaurant typique situé en face de la lagune. Est-ce que c'est bon ce que vous mangez? De nouveau sur les pistes avec les 4x4, nous continuons notre ascension. Je jette un œil à l'altimètre, 4836 mètres. Nous sommes plus haut que le sommet du Mont Blanc. Les formations de glace que l'on trouve à ces altitudes sont très particulières. On les appelle les pénitents. Cette multitude de lames de glace tendues vers le soleil de midi et régulièrement alignées ressemble à une procession religieuse. Nous arrivons maintenant à Sol de Mañana. Situé dans le sud l'Ipèze, dans la région de Potosí, à presque 5000 mètres d'altitude, Sol de Mañana est un champ géothermique d'intense activité. Tout le temps, ça change. Les ouvertures et fermetures. Vous allez venir par là, doucement. Un peu partout, au milieu d'un sol multicolore, des mares de boue bouillonnantes, des geysers aux vapeurs de soufre. L'impression qui domine, c'est d'avoir changé de planète. Ah merde. Là, tu peux le prendre, regarde le gars. C'est bon. Ah, mais il y a de l'eau. Il va aller là, il va faire le tour de ce truc-là. Ça y est, nous avons passé le cap mythique des 5000 mètres. Nous ne sommes jamais montés aussi haut. Mais il ne faut pas s'attarder, car ici le temps peut changer rapidement et rendre la route impraticable. D'ailleurs, ce col vient juste de réouvrir à la circulation. Avec le 4x4 dans la neige, là, ça rend bien. Voilà, c'est beau ça. Attends qu'elle m'arrête.
Cap vers le sud pour rejoindre l'une des plus connues et des plus belles lagunes du sud Lipèze, la Laguna Colorada. D'une superficie de 60 km² et d'une profondeur moyenne d'une cinquantaine de centimètres, la Laguna Colorada doit son nom à une particularité, sa couleur rouge-orange. Sa coloration provient des algues et du plancton qui se développent dans ces eaux riches en minéraux. La rive est recouverte de dépôts blancs de sodium, de borax et de gypse. La lagune abrite un nombre impressionnant de colonies de flamants roses. L'absence de prédateurs et l'abondance de nourriture en font un lieu de reproduction privilégié. Pourtant, certains jeunes ne peuvent survivre aux conditions climatiques parfois très rudes et très changeantes dans cette région. Les espèces de flamands vivant sur la lagune ont des régimes alimentaires bien particuliers. Le flamand de James et le flamand des Andes se nourrissent d'algues, tandis que le flamand du Chili s'alimente exclusivement de petits crustacés. Dans ces paysages immenses, il n'y a pas âme qui vive. Tomber en panne de carburant ici, c'est signer son arrêt de mort. C'est ainsi que nos 4x4 emportent tous sur leur toit 200 litres de carburant supplémentaire. Ce sont ces terres situées à 4500 mètres d'altitude que le conquistador Diego de Almagro traversa durant son périple en 1536. Presque tous ces hommes moururent de froid au passage des cols. D'ailleurs, on raconte qu'il n'était pas rare de voir un soldat épouvanté qui enlevait ses bottes et se rendait compte que ses orteils gelés étaient restés collés au fond de sa chaussure. Arrivé en fin de journée à Villamar, c'est là que se trouve notre hôtel. Enfin, hôtel, c'est peut-être beaucoup dire vu l'état de délabrement du bâtiment. On commençait à se dire que notre nuit allait être vraiment rustique. Finalement, une fois à l'intérieur, il fait chaud, les chambres et l'accueil sont excellents, comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences.